Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour, bonsoir à tous, on est en podcast évidemment. On se retrouve pour l'émission de l'Atelier de rue 89 Lyon. L'émission qui décrypte les coulisses de nos enquêtes, parce que enquêter, c'est aussi lutter contre la désinformation. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler d'une enquête qui a été publiée récemment sur rue 89 Lyon, une enquête en 5 volets sur l'impunité dont a bénéficié l'extrême droite pendant 15 ans à Lyon. Aujourd'hui, pour en parler, Maria Lenoux. Bonsoir, bonjour. Bonjour Elian. Tout d'abord, alors, est-ce qu'on peut peut-être donner envie aux lecteurs d'aller lire ou relire cette enquête ? Est-ce que tu peux nous dire ce que révèle cette enquête en fait ? Alors cette enquête, elle s'est penchée à la fois sur l'extrême droite, mais surtout sur ce que les pouvoirs publics ont fait de l'extrême droite, comment ils ont lutté contre cette extrême droite. Alors à Lyon, il y a une situation très particulière, c'est que l'extrême droite électorale est pas forcément très forte dans les urnes. Par contre, on a une extrême droite de terrain, une extrême droite violente qui a multiplié les actions depuis les années 2010. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est à quel point cette violence a été forte dans la ville. Et donc, le premier article s'intitule « 70% des violences de l'extrême droite restent impunies à Lyon ». On a effectué un véritable travail de données, un travail de fourmi, où on a répertorié depuis 2010 les actions violentes et quelles ont été les suites qui ont été données, à la fois par la justice, mais aussi par la police. Est-ce qu'il y a eu des interventions policières ? Et voilà, seulement 30% des actions qu'on a recensées ont eu une réponse. Donc, je te coupe, pardon, mais cet aspect data, il est important parce que finalement, le travail qui est un travail de fourmi, il a presque été scientifique en réalité. Oui, en fait, on s'est astreint à une méthodologie, c'est-à-dire qu'on a essayé de recenser à la fois dans nos archives, dans les archives des médias, dans les archives des militants, d'aller chercher aussi nous-mêmes des témoignages de personnes pour effectuer une liste la plus exhaustive possible. Alors malheureusement, cette liste n'est pas exhaustive. On pense qu'il y a beaucoup de violences qui sont passées sous les radars. Par exemple, dans les listes des militants, parfois il y avait 1 ou 2 lignes pour nous dire tel jour, il y a quelqu'un qui s'est fait frapper parce que, il avait un PIMS de Che Guevara. Nous, journalistes, on vérifie nos informations, donc on n'a pas pu dire... n'ayant pas de contact avec la victime, n'ayant pas de contexte plus précis, on n'a pas retenu ces violences-là. Donc en fait, l'ensemble des 102 actions qu'on a recensées depuis 2010, c'est des actions qui ont été véridiques et vérifiées. Donc notre but, c'était vraiment d'apporter des données incontestables pour dire Lyon, pendant 15 ans, a été une place forte de l'extrême droite. Et on peut le voir par ces données-là, qu'on a aussi réparties sur une frise chronologique, sur une carte. Et ce qui était important pour nous aussi, c'était de donner à voir ces informations-là, ces chiffres-là de manière claire et simple pour les lecteurs. Donc on a effectué tout un travail aussi de mise en forme, de navigation au sein des données pour que tout un chacun puisse à la fois se rendre compte de l'ampleur du phénomène et pouvoir aller dans les détails et voilà, avoir toutes ces données à portée de main et de clic. Et pour le coup, que ce soit pour des thématiques scientifiques à proprement parler ou purement journalistiques, la data visualisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on a travaillé d'ailleurs avec un développeur spécifique pour ce projet-là. Oui, c'est ça. Rue 89 Lyon s'attache quand même au data journalisme depuis plusieurs années maintenant. Pour nous, ça paraît essentiel que le journalisme, ça soit pas juste raconter des histoires ou mettre en avant des faits, ça c'est le cas, mais les présenter de manière la plus claire possible pour les lecteurs, leur donner des chiffres, des données, mais aussi simplifier ces données, parce que parfois on va aller fouiller dans des bases de données, on va nous collecter des données, mais si on écrit tout un bloc de paragraphes, tout un bloc de texte où on met... Alors 70% de ça, 50% des victimes sont ci, 40% sont ça, seulement 30% des faits sont impunis. En fait, c'est très indigeste. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de mettre ça en forme. Et c'est une partie du travail journalistique que de donner à lire plus simplement aux lecteurs. Alors je vais revenir un petit peu plus en détail sur l'enquête à proprement parler. J'aimerais bien qu'on revienne
plus tard dans l'émission sur la notion du temps long, parce que c'est aussi ce qui a guidé un petit peu notre travail. Mais alors, est-ce que, pour le coup, tu peux revenir sur l'origine en fait de cette enquête? Pourquoi on a travaillé là-dessus, et pourquoi spécifiquement toi, Marie, puisque c'est un petit peu ton rôle, tu as décidé de travailler là-dessus? Alors depuis notre création en 2011, Rue 89 Lyon s'attache particulièrement à documenter l'extrême droite radicale à Lyon. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y avait aucun autre média qui s'y intéressait. Nous, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se jouait à Lyon, d'un creuset de pensée, d'un creuset de militants, de formation de ces militants. Donc, on s'est attaché à documenter cette extrême droite-là. Et au fil des années, les articles s'accumulent. Il y a eu une agression à tel endroit, il y a eu une association ou un lieu culturel solidaire attaqué, etc. Et derrière, on se dit, mais en fait, on va peu souvent au tribunal pour voir ces gens condamnés. Bon, ça, c'est une intuition. Une intuition, ça ne fait pas un article, ça ne fait pas une enquête. Donc, il fallait pour ça se pencher plus en détail à la fois sur les données. Donc, ça, c'est le premier volet de l'enquête dont je vous ai parlé jusqu'ici. Et ensuite, se poser la question de mais pourquoi 70% des violences restent impunies? Et c'est là qu'on est allé creuser plus profondément, c'est-à-dire qu'on a réuni des dossiers, des témoignages pour se pencher en détail sur comment la justice s'est penchée sur cette question. Et c'est là qu'on a pu révéler que, en fait, il n'y avait pas de stratégie établie par le parquet, par les policiers, par les enquêteurs pour enquêter sur l'extrême droite. Autant dire, chaque affaire était prise indépendamment et en fait, on ne se posait pas trop la question de savoir est-ce que ces violences-là sont spécifiques, en particulier quand elles ciblent des personnes issues de minorités. Et on n'établit pas de protocole pour répondre au mieux à ces violences-là. Et donc ça, c'est ce qu'on a révélé. On a décortiqué 8 affaires depuis 2010 et ça, c'est le deuxième volet de notre enquête. Quelle conclusion t'en tires? Est-ce que pour toi, la justice, les pouvoirs publics, les policiers sont laxistes, ou est-ce que tout simplement c'est une méconnaissance de la façon dont il faut gérer des groupes politiques violents? Tout ça est une question de volonté politique en fait. C'est-à-dire que c'est le ministère, c'est les parquets qui définissent leur politique de lutte contre telle ou telle forme de délinquance, de violence. Donc si, en fait, par exemple sur les violences sexistes et sexuelles ou les violences intrafamiliales, il y a eu des formations de policiers, il y a eu des formulaires distribués aux policiers pour dire, quels sont les types de questions qu'il faut que vous posiez, quels sont les éléments qu'il faut que vous recherchiez pour pouvoir caractériser ces violences-là et ensuite les faire condamner en justice. Ça n'a pas été fait sur l'extrême droite. Et même s'ils ont été suivis par les renseignements, les pouvoirs publics n'ont pas rien fait, les services de police n'ont pas rien fait. Ça n'a pas fait l'objet d'une stratégie unifiée, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise dans les services de police, notamment enquêteurs, où nous, on a parlé notamment à des syndicalistes policiers qui nous disent un enquêteur à Lyon, c'est 400 à 500 dossiers en parallèle. Donc si on ne lui dit pas, il faut mettre l'accent là-dessus, je vous donne les moyens d'enquêter là-dessus, il ne va pas pouvoir le faire. Ok, bon, comme dans beaucoup de services publics, c'est aussi le manque de moyens qui est le nœud du problème. Pour en revenir aux méthodes à l'aspect justice, est-ce que y a une différence? Est-ce que la justice fait une différence entre une agression, on va dire, classique et une agression qui est motivée par un caractère politique? Oui, alors ils font la différence parce qu'on passe de violence à violence aggravée par le motif politique. Donc s'il y a une médiatisation de cette violence-là, ça peut mener à mettre plus de moyens sur ces enquêtes. C'est notamment ce qu'on a vu très récemment sur un fait de 2023, où il y a eu une quarantaine de militants d'extrême droite qui ont attaqué la Maison des Passages, donc qui est un lieu interculturel dans le 5e arrondissement. Et on voit que là, forte médiatisation, un contexte national aussi autour de la mort de Thomas à Crépol qui a été réutilisé par l'extrême droite, instrumentalisé par l'extrême droite. Et là, on voit le parquet, le ministère qui mettent des moyens et qui envoient la sous-direction antiterroriste pour enquêter sur cette affaire. Et là, ça fait toute la différence sur les moyens et la minutie mise dans l'enquête. Oui, parce que là, sur l'affaire de la Maison des Passages, il y a eu plusieurs, il me semble une vingtaine d'arrestations, énormément de gens qui ont été auditionnés. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Lyon. Oui, jamais vu. Il y a
si je ne dis pas de bêtises, 12 ou 13 personnes qui ont été mises en examen dans cette affaire, environ un peu moins d'une vingtaine interpellées. Ça a mis quand même un véritable coup d'arrêt à ces actions violentes à Lyon. Et ça a permis aussi notamment au pouvoir public plutôt politique, on va dire la préfecture, de monter des dossiers de dissolution pour dissoudre deux des groupes les plus importants qui étaient à Lyon, les Remparts et Lyon Populaire. Et depuis 2023, fin 2023, début 2024, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de violence de l'extrême droite radicale à Lyon. Donc c'est presque un petit peu un fantasme de dire encore aujourd'hui que Lyon est la capitale de l'extrême droite en France. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, oui. C'était très vrai entre 2010 et 2020. Et depuis, ils ont un peu perdu du terrain. Alors, est-ce qu'on peut s'en réjouir ? Je pense que c'est parce qu'il y a aussi eu un développement de cette extrême droite radicale sur le reste du pays. Mais Lyon n'est plus ce creuset idéologique et de militants qu'il a pu être à un moment. Je reviens à l'idée en fait aussi qui a motivé cette enquête, c'est de créer peut-être pour d'autres journalistes ou même des préfectures en fait une sorte de, un précédent pour montrer comment ça s'est passé à Lyon, objectiver le cas lyonnais pour que dans d'autres villes de France, on puisse un peu comprendre comment ça a fonctionné pendant des années et avoir des outils pour mieux lutter contre l'extrême droite. Oui, c'était un des objectifs de l'enquête, de décortiquer l'action des pouvoirs publics. Donc, de dire ce qui n'a pas fonctionné, et on l'a mis aussi en avant, mais de dire aussi ce qui a pu fonctionner. Par exemple, depuis 2021, la préfecture du Rhône a mis en place un groupe de suivi des mouvances radicales, alors qui englobe différentes mouvances radicales, extrême gauche, extrême droite, etc., mais qui s'est créé notamment suite à la recréation d'un groupe identitaire après une dissolution et qui a permis un suivi beaucoup plus précis de ces mouvances-là. À la ville de Lyon, c'est pareil. Suite à l'arrivée des écologistes en 2020 à la tête de la mairie, ils mettent en place un comité de suivi où ils récoltent les témoignages, ils récoltent des éléments. Et tout ça, ça permet en fait de faire des dossiers de dissolution, alors qu'ils ne sont pas à l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'extrême droite, mais cette extrême droite radicale, en fait, du moins. Mais qui mettent quand même des coups d'arrêt, qui désorganisent, qui privent de moyens d'action les mouvances. Je rebondissais là-dessus et j'ai posé la question un peu à dessein, mais c'est que quand on fait ces gros travaux d'enquête qui sont lourds, c'est des papiers qui sont très longs, 10, 15 000 signes avec beaucoup de données, ça peut être assez parfois, ça peut être indigeste pour les lecteurs. En revanche, ça a un très fort impact sur des décideurs. Et c'était aussi ça un peu le but recherché. Oui, d'ailleurs, on sait que cette enquête, elle a été lue puisque suite à la publication, on a pu avoir des personnalités politiques qui sont venues pour nous dire soit qu'ils trouvaient ça bien ou alors dire voilà, vous n'avez pas mis assez en avant telle action que moi j'ai pu mener. Donc ça veut dire qu'on est lu. Après, nous, ce qu'on regrette dans cette enquête, c'est qu'on a tenté de contacter le ministère de l'Intérieur, on a tenté de contacter les services de police du Rhône, on a tenté de contacter le parquet de Lyon, et ils n'ont pas souhaité répondre sur leur stratégie de lutte contre l'extrême droite radicale à Lyon, ce qui est dommageable parce que, en fait, les pouvoirs publics ont un devoir de rendre compte de leurs actions aux citoyens, et nous, la presse, on est un porte-voix, en fait, et aussi un quatrième pouvoir qui se doit de contrôler l'action des pouvoirs publics et de ne pas souhaiter répondre à un média, d'autant plus quand on leur avance nos données, nos résultats, etc. Est-ce que c'est signe d'un désintérêt ? Est-ce que c'est signe d'un mépris ? Je ne sais pas. Cette enquête a été en 5 volets. Du coup, on a parlé du volet data. Il y a eu un volet sur les pouvoirs publics, un volet sur le rôle du diocèse dans cette extrême droite qui est très présente, notamment à Saint-Georges. Pour tout ça, je vous invite vraiment à aller sur le site de Rue 89 Lyon et de relire cette enquête. Mais donc, après tout ce travail-là qui a commencé maintenant il y a plus de 8 mois, c'était d'ailleurs un appel à projet du Fonds pour la presse libre, qui est un organisme indépendant qui finance en fait des projets d'enquête longs et complexes, parce que tout ça coûte de l'argent. C'est dur à chiffrer, mais pour une enquête comme ça, on est sur un budget d'environ 15 000 euros. Je le dis parce qu'on n'a pas de sujet à parler d'argent, mais il faut bien voir que derrière ces 5 articles, il y a beaucoup de développement, beaucoup de travail qui a duré pendant 8 mois. Voilà, je faisais juste quand même ce petit aparté. Mais c'est important de le dire. Après tout ce travail de 8 mois, qu'est-ce que toi, du coup, tu en retires ?
déjà de la fierté, parce que c'est pas souvent qu'un média local de notre envergure, on est quand même 3 associés, on travaille aussi avec des journalistes indépendants, mais 3 associés journalistes, pardon, et des journalistes indépendants, qu'on a les moyens et la possibilité d'effectuer des enquêtes de cette ampleur. Donc je pense que c'est aussi une enquête qui fera date et qui servira de pilier pour des chercheurs, pour des militants, pour des responsables politiques. Et puis personnellement un petit peu de fatigue quand même aussi. Je peux comprendre que ça puisse fatiguer, surtout de travailler sur une même thématique aussi longtemps et fouiller dans des archives et remplir des tableaux Excel très long, très complexe. On t'a vu faire, Marie, donc je comprends très bien ce que tu ressens. J'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu du discours médiatique actuel qui est très un petit peu sur l'instant présent. On voit que beaucoup de médias, par exemple, ne sont que sur du fait divers ponctuel, et ça a aussi été l'intérêt de notre travail. C'est plutôt que de dire qu'il y a eu une agression à un tel endroit, là on prend l'histoire, les suites judiciaires, comment on a enquêté dessus, et c'est très souvent ce qui manque dans le discours médiatique et qui biaise un petit peu le jeu médiatique. Donc cette question du temps long, elle a aussi été centrale. Oui, nous, c'était vraiment cet objectif, ce que tu as dit, sortir du fait divers. Donc nous, on en fait du fait divers quand on recense une attaque, quand on fait un article sur une attaque. Là, l'objectif, c'était d'aller plus loin, mais aussi d'aller plus loin que ce que font la plupart des médias quand ils traitent de l'extrême droite radicale à Lyon. C'est-à-dire que parfois, nous, on a pu voir dans la presse locale une rencontre avec les porte-paroles des remparts chez eux pour décrire ce que fait leur association. On a des relais de communiqués de telle action qui fait un tag pour soutenir Axel Dorier, donc il y a un fait divers lyonnais où une jeune femme a été assez dramatiquement tuée en étant traînée par une voiture, et ce fait divers a été repris par l'extrême droite pour en faire un combat idéologique. Et voilà, et en fait, ça, c'est de la désinformation. Parce qu'en fait, on ne contextualise pas ce que sont ces mouvements, quelle est leur violence, quelle est leur idéologie. On reprend leur communiqué comme si ce serait n'importe quel mouvement politique. On les traite comme n'importe quelle association qui pourrait avoir un petit article dans les pages du journal local. Donc nous, vraiment, l'objectif, c'était de sortir de ces petites incrustations de l'extrême droite dans la presse locale pour en faire un vrai sujet important et politique et dénoncer en fait une impunité. C'est le titre qu'on a choisi pour notre enquête. Je rebondis sur cette question en fait de la façon dont sont traitées en fait ces violences médiatiquement. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui vont opposer par exemple les violences d'extrême droite et les violences d'extrême gauche ? Alors, il y a une confusion qui est faite entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a un rapprochement souvent dans les discours médiatiques et politiques. Oui, à l'extrême gauche, il y a des mouvements qui utilisent la violence pour faire passer leurs idées politiques, mais cette violence, elle se dirige contre des symboles, contre des biens, très très rarement contre des personnes, alors que l'extrême droite, c'est tout l'inverse. La violence se dirige d'abord contre des personnes, pour ce qu'elles sont, si ce sont des personnes noires, des personnes arabes, des personnes issues de la communauté LGBTI, parce que ce sont des militants de la solidarité. Pas forcément que cette violence ne se dirige pas uniquement contre les antifascistes, même si l'antifascisme est assez large, mais ne se dirige pas que contre les militants de la Jeune Garde, par exemple, mais peuvent aussi cibler des syndicalistes, des acteurs culturels, des commerçants. Et à Lyon, ça a été très prégnant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un commerçant du violon qui s'appelle Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul, qui a été une figure de cette lutte-là, qui me disait l'extrême droite, ça a été notre délinquance à nous, parce qu'ils se sont implantés pendant très longtemps dans le quartier du Vieux-Lyon, où ils ont multiplié les agressions, les attaques. C'était des voisins très gênants et violents. Et on parle souvent de délinquance dans les médias, les politiques, et on oublie que en fait on dit souvent les OQTF, l'immigration, tout ça, et l'extrême droite n'est jamais la violence de l'extrême droite n'est jamais traitée comme une forme de délinquance. On oublie qu'il y a eu des morts en fait en France
du fait de ces militants d'extrême droite, ça ne fait jamais plus de 1 ou 2 jours la une des médias. Et nous, l'idée de cette enquête, c'était aussi de redonner une visibilité à ces violences-là qui sont souvent ignorées. Alors, je tiens quand même aussi à préciser quelque chose d'important, mais tu l'as déjà un petit peu abordé, c'est que dans les 102 cas que nous, on a recensés, on en a d'office exclu énormément. Et pour la faire très courte, mais les bastons entre Antifa et FAF n'ont pas été recensés dans notre enquête. On cible essentiellement des personnes qui ont été agressées alors qu'elles n'avaient rien demandé et qu'elles n'étaient pas du tout siglées antifascistes, en tout cas pas nécessairement. Oui, dans la méthodologie qu'on a choisie, l'idée était de faire en sorte que les données soient le moins contestables possible, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas c'est des guerres entre militants, ils font ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire prendre un petit fait isolé, on ne sait même pas si c'est lié à l'extrême droite, et puis ils le mettent là-dedans pour servir une idéologie, ou en tout cas un combat idéologique, même si on estime qu'enquêter sur l'extrême droite, c'est lutter contre l'extrême droite, mais on le fait à base de faits, à base d'enquêtes, et c'est la base de notre travail. Écoute, j'avoue que j'arrive un peu au bout de ce que je voulais te demander pour cette émission. Marie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette enquête ? Eh bien, allez la lire. Elle est disponible en 5 volets sur rue89lyon.fr. C'est 1 € le premier mois pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'abonner tout de suite, s'engager tout de suite. C'est sans engagement, donc allez-y, allez la lire. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas la seule enquête sur l'extrême droite, et on n'enquête pas que aussi sur l'extrême droite, c'était important de le préciser. Merci beaucoup, merci à Radio Anthropocène qui a produit du coup cette émission, merci à toi Marie, et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de l'atelier de rue 89 Lyon. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.